Vous êtes sur Radio Star. Voilà, nous voici des retours sur ce plateau. En fait, nous commençons avec la deuxième partie où nous développons, nous échangeons sur une thématique. Comme vous le savez, si vous l'avez déjà lu sur notre page, vous avez vu la jeunesse et le chômage, comment promouvoir les jeunes. En fait, si vous avez des idées, des arguments, n'hésitez pas à nous écrire. Et là, en fait, l'emploi de cette couche majoritaire de la population reste un véritable problème aussi, bien au niveau national que régional. Malgré les efforts du gouvernement sur l'absorption du chômage, l'accès des jeunes à un emploi structuré reste marginal. En RDC, l'accès des jeunes à l'emploi reste marginal. Les universités déversent chaque année des milliers de diplômés sur les marchés d'emploi. Cette crème intellectuelle constituée essentiellement de jeunes peinent à trouver de l'emploi dans les secteurs formels. Il y a quelques années, le ministre de l'Emploi, Travail et de la Prévoyance sociale, Modeste Bahati, s'était félicité des 13 552 emplois créés en 2012 lors de son message du 1er mai 2013. Ces chiffres sont répartis comme suit: 1925 dans le secteur primaire, 1558 dans le secteur secondaire et 9069 dans le secteur tertiaire. Ces efforts récemment entrepris par les gouvernements sont engloutis par l'immensité du taux de chômage chez les jeunes. Il y a 3 ans, l'ancienne ministre de l'Emploi, Marie-Ange Loukiana, reconnaissait que sur 12 millions de jeunes en âge de travailler, 1 million seulement peut être absorbé dans des activités génératrices de revenus. Dans l'ensemble, on peut dire que 2 à 4% de la population active peut trouver un emploi dans le secteur structuré, alors que les autres se débrouillent dans les activités précaires et sans accompagnement adéquat. D'après le programme des Nations Unies pour le développement PNID, qui cite une étude sur le chômage en RDC, les jeunes de 18 à 24 ans vivant en milieu urbain sont les plus touchés par le chômage. Leur taux est de 32,23% et est largement supérieur alors à la moyenne nationale qui est de 17,8%. Comment promouvoir les jeunes qui, après leurs études, n'ont pas où aller? C'est pas pour vous. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle suggestion vous pouvez faire au gouvernement d'ici là? En fait, c'est pas comment on peut promouvoir la jeunesse. Vous avez des idées, des arguments, n'hésitez pas à nous écrire sur nos deux numéros, les 085 39 66 494, les 085 39 66 494 ou les 09 77 50 88 77, les 09 77 50 88 77. Notre page Facebook Ma Visio pour le Congo, elle est opérationnelle. Vous allez voir la thématique et vous pouvez nous laisser votre commentaire et ça nous fera plaisir d'exploiter tout ce que vous avez comme commentaire. Et là, nous allons commencer avec Isidore Baragnuera. C'est pas pour vous par rapport à cette thématique. La jeunesse et le chômage, c'est pas comment promouvoir la jeunesse. Voilà, merci encore une fois pour la parole. Et en tout cas, moi, j'ai 8 propositions par rapport au chômage des jeunes. Comme tu le sais bien, nous avions eu un enseignant en L1 économie, un enseignant belge, où on avait posé la question de savoir qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour parvenir à créer de l'emploi aux jeunes. Le professeur avait dit le gouvernement ne crée pas d'emploi, mais le gouvernement facilite la création d'emplois. Donc cela étant, avec mes 8 propositions, qu'est-ce que le gouvernement devrait en principe faire? D'abord, la première proposition, c'est adapter notre enseignement. C'est-à-dire adapter notre enseignement au marché d'emploi. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes qui suivent des domaines qui sont classiques, des domaines qui sont très théoriques, la sociologie, anthropologie, littéraire et consorts. Et quand on termine ces études même secondaires, on se demande qu'est-ce qu'on doit faire par la suite. La pédagogie et consorts. Il y a beaucoup d'élèves qui font la pédagogie, mais quand tu leur poses la question de savoir aimerais-tu devenir enseignant, ils disent non, je ne peux pas. Je le fais juste pour avoir mon diplôme. Donc tu comprends combien de fois que l'enseignement d'une manière générale n'est pas adapté au marché d'emploi. D'où il faut orienter notre enseignement vers les domaines techniques, des domaines de développement. Et c'est ça ce qui a aidé les pays asiatiques, les pays satellites comme on les appelle, de Chine et consorts, Corée du Sud, Corée du Nord, Japon à avancer.
Et ça, c'est très important pour nous aujourd'hui. Le monde anglophone a compris ça. Il faut vraiment des domaines techniques. Mais en fait, il y a des domaines techniques. Il y a mais vraiment en très petite quantité. Il faudra alors quoi, en fait? D'où il faut multiplier, avoir beaucoup plus de domaines techniques que des domaines très théoriques. Oui, technique comment, en fait? Électricité, électronique, mécanique, informatique et consorts. Voilà, ce sont des domaines tellement pratique que si l'électricien n'est pas là, n'importe qui ne peut pas s'hasarder dans son domaine. Et là, c'est très important comme ça. Ça ouvre déjà quand même une marge de manœuvre pour avoir de l'emploi. De deux, il faut accorder la retraite aux vieux. Moi, je travaille dans l'administration publique. Nous avons des vieux qui ont 82 ans, des collègues de service, 75 ans. Ils ont 40 ans de service. Ils ont 50 ans de service, 30 ans de service, pendant qu'il y a des jeunes qui sont au chômage. Et quand tu poses la question à ces vieux, ils te disent, nous n'attendons que la retraite pour céder la place aux jeunes. Et c'est très important quand l'État accorde la retraite décente à ces vieux. Et là, ça peut créer déjà de l'emploi à nos jeunes qui aujourd'hui sont vraiment en chômage de masse. Troisième proposition, il faut l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat veut dire ce ne sont pas des jeunes qui doivent eux-mêmes entreprendre. L'État doit voter un fonds au niveau du Parlement, les fonds qui doivent être accordés à ces jeunes qui ont l'esprit d'entreprendre. Nous avons le fonds de promotion de l'industrie qui ne fonctionne pas normalement bien. C'est-à-dire qu'on accorde aux grands richards qu'on ne donne pas aux jeunes. Et pourtant, on devrait quand même privilégier des jeunes qui ont moins de 35 ans et qui ont l'idée quand même de création d'emplois. J'ai fait quand même un petit calcul disant que si on devrait le faire au niveau de province, c'est-à-dire si on devrait accorder à chaque jeune au moins 20 000 $ par an, et là on pourrait accorder à 5 000 jeunes par province, et là, on aurait bien évidemment un budget de 100 millions de $. C'est-à-dire, si chaque province serait capable de générer au moins 100 millions de $ pour donner des crédits aux jeunes qui doivent entreprendre, on peut donner ça à 5 000 jeunes avec un chiffre de 20 000 $ par jeune. Et ces jeunes-là, comme tu le sais bien, vont créer, si chaque jeune qui a reçu 20 000 $ peut créer 10 emplois. Et quand ils créent 10 emplois, nous avons 5 000 jeunes qui ont réussi directement par an, par province, nous avons créé 50 000 emplois. Et comme tu le sais bien, les 50 000 emplois créés, ce qui veut dire qu'ils auront des revenus, ils vont payer des taxes après 2 ans ou 3 ans ou 5 ans, ce qui va augmenter aussi les revenus de l'État. Ça va réduire aussi, comme tu le sais bien, l'insécurité et les jeunes seront occupés et ils vont augmenter aussi sur le produit intérieur brut du pays. Alors, après l'entrepreneuriat, j'ai aussi pensé à la quatrième proposition, c'est la lutte contre la corruption. Selon le discours en 2018 du président lorsqu'il avait pris le pouvoir, disant que notre pays perd environ 20 milliards de $ dans la corruption et dans le détournement des fonds. Alors, si l'État devrait se donner la tâche de punir les corrupteurs et les corrompus, mais également de lutter contre la corruption, avoir une bonne traçabilité de la finance de l'État, on peut avoir beaucoup de moyens qui vont financer bien évidemment ces jeunes qui veulent entreprendre et aussi financer le développement du pays. La lutte contre la corruption peut aussi créer de l'emploi. Et comme tu le sais bien, il y a beaucoup de jeunes aussi qui ne sont pas recrutés tout simplement parce qu'ils n'ont pas donné des pots de vin. Ça aussi, c'est la corruption. D'où il faut privilégier la méritocratie. Si tu es Séraphin, tu es venu ici à la Radio Star, on t'a recruté parce que tu es compétent dans ton domaine, là c'est bon. Ce n'est pas parce que tu as donné quelque chose au boss qu'on te donne du travail. Et là, ça permet à nos jeunes quand même d'accéder. Parce que s'il faut faire la corruption, eh bien, tu vas te rendre compte que ce sont les enfants des riches ou soit ce sont des grandes personnes qui ont déjà travaillé qui seront privilégiés. Mais un jeune qui vient à peine de quitter l'université, il n'a pas de moyens pour corrompre en fait d'avoir le travail, d'où il est déjà limité. Quatrièmement, je propose aussi... Cinquièmement, le protectionnisme. Le protectionnisme, c'est un système qu'évidemment les républicains utilisent aux États-Unis d'Amérique, dans les pays conservateurs, l'Allemagne actuellement, même la Chine bien évidemment. Cela veut dire que si un jeune a entrepris à créer une entreprise par exemple de production de l'eau, on a par exemple Mugote, on a par exemple Kivu et consorts, eh bien s'il a créé cette entreprise-là, il faut que l'État protège cette entreprise-là contre la concurrence étrangère. C'est-à-dire, au lieu d'importer encore Inyangé et consorts, il faut qu'on privilégie ces jeunes-là avec la surtaxation des barrières, ce qu'on appelle les barrières douanières. Empêcher que ces produits qui existent déjà chez nous d'entrer encore une fois. Et si ces produits-là est en petite quantité, on surtaxe pour que ces produits soient très chers que les produits qui sont produits localement. Et là, les jeunes seront compétitifs. Et là, c'est très important pour notre entreprise naissante. Sixième proposition, c'est de créer un bon climat d'affaires. Comme tu le sais bien,
beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, avoir leur petite entreprise, salon de coiffure, restaurant et consorts, tu vas te rendre compte que tu as créé aujourd'hui, demain on t'amène autant de taxes que possible. Et alors, il faut créer un bon climat d'affaires qui permet d'attirer bien évidemment les investisseurs extérieurs, mais également les investisseurs intérieurs. Et là, la première des choses, c'est l'exonération fiscale. C'est-à-dire, on peut dire à un jeune, si tu commences aujourd'hui, on te donne 5 ans de bonus sans la taxe. Et là, ça te donne le temps d'investir suffisamment. De deux, il faut avoir vraiment une taxe trop basse. Pas vraiment des taxes qui exagèrent et qui découragent. Il ne faut pas que tu travailles pour l'État. Tu travailles d'abord pour toi-même et pour ces jeunes pour qui tu as créé l'emploi. Et aussi, il faut l'uniformité des services. Aujourd'hui, tu vas te rendre compte que tu as créé ton entreprise. Il y a environnement qui vient, social qui vient, culture et art qui vient, et tout le monde qui vient, DGI, DGRA, donc beaucoup de services, et tu ne sais pas à quel service il faut payer. Mais quand on a l'uniformité des services, comme on a au Rwanda, le Rwanda Revenue Service, c'est un seul service qui fait payer des taxes au Rwanda. C'est-à-dire quand tu as déjà payé, c'est Rwanda Revenue Service qui seul va répartir les taxes telles que telles qu'on l'a collectées. C'est Rwanda Revenue Service qui va savoir à quel service il faut maintenant aller donner. Pas que chaque service qui vienne et des individus qui viennent te taxer sans même la facture. Tu comprends? Et donc tout ça, ça entre dans la poche des gens. Et aussi, il faut avoir des préalables. Ça fait partie bien évidemment aussi de créer un bon climat d'affaires, comme l'électricité par exemple. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne peuvent fonctionner sans l'électricité. Il y a de l'eau, il y a la sécurité. Il y a aussi ce qu'on appelle les routes à dessert agricole qui permettent bien évidemment la mobilité, les transports, la logistique et consorts. Ce qui est vraiment aussi capital. La 7e proposition, c'est au niveau de famille, avoir ce qu'on appelle épargne des enfants. Dans d'autres pays développés, tu ne peux pas avoir l'enfant si tu n'as pas donné 1000 ou 5000 dollars que tu mettes à l'épargne pour cet enfant-là. C'est-à-dire, un enfant né, son père donne 5000 dollars à la banque, on crée ce qu'on appelle un compte bloqué, et à l'âge de 18 ans, on remet ce compte-là à l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui tu donnes 5000 dollars avec un taux d'intérêt de 5%, évidemment pour une banque qui est publique, eh bien, dans chaque mois, cet enfant aura fait rentrer avec ces 5250 dollars. Et s'il faut multiplier par 12, tu as pratiquement 3000 dollars que cet enfant a par an. Et s'il faut multiplier par 18, cet enfant, après 18 ans, aura déjà 54 000 dollars. Donc, quand il aura 18 ans, on remet ces comptes-là à cet enfant là-bas. Il a déjà 54 000 dollars, ce qui l'aide déjà à faire son propre investissement. Au besoin même, il peut même financer lui-même son université sans encore dépendre des parents. Et enfin, moi je crois toujours au fédéralisme. Le fédéralisme pour nous c'est un modèle très efficace. J'ai déjà sillonné toute la province du Sud Kivu. J'ai vu tout ce que nous avons comme matière. Nous avons beaucoup d'or, nous avons wolframite, nous avons les coltan, nous avons la cassitérite, nous avons les gaz méthane ici dans notre lac Kivu et nous avons une potentialité agricole qui est très importante dans beaucoup de territoires. Ce qui veut dire que si les certificats d'exploitation seraient de la compétence des provinces, c'est-à-dire des provinces fédérées, ça serait très important d'augmenter les budgets de la province en fait d'avoir autant de moyens en fait de l'injecter dans le développement et dans le financement de l'entrepreneuriat des jeunes. Mais aujourd'hui, j'ai enquêté à Luinja en 2013 sur Bandro où on t'a dit que même le certificat reçu par Bandro a été signé par le président lui-même. Et le premier lingot a été donné à Kabila en 2002 lui-même, tu comprends? Et pourtant, c'est les gouverneurs en principe qui devraient faire signer des certificats. Et là, ça aiderait bien évidemment aux provinces d'avoir assez de moyens suffisants pour son développement. Voilà un peu mes différentes propositions. Et ces propositions auront comme conséquence, premièrement, l'augmentation du budget des provinces, d'aider aussi la création d'emplois qui va augmenter et aussi l'entrepreneuriat va augmenter, d'où nous aurons la disponibilité des biens et des services sur le marché, on n'aura plus à recourir à l'extérieur et aussi il y aura la circulation monétaire, ce qui va diminuer la crise comme les jeunes l'appellent la crise, et enfin il y aura aussi la disponibilité des biens et des services tels que je l'ai dit, eh bien il y aura maintenant la prospérité économique, d'où il y aura création d'emplois.
Voilà, merci beaucoup. Vous avez touché beaucoup de choses par rapport, disons, un plan. Alors, je peux appeler ça un plan cadeau pour aider les jeunes. En fait, oui. Vous avez touché l'adaptation du système, la retraite, l'entrepreneuriat, la lutte contre la corruption, les protectionnismes, hein, mais aussi assainir les climats d'affaires, l'épargne, mais aussi voir comment, je dirais, c'est pas le 8e, vous avez dit, il faudra la décentralisation, favoriser. Pas la décentralisation, mais le fédéralisme. Parce que la décentralisation, c'est un processus vers le fédéralisme. Moi, je veux vraiment un fédéralisme vraiment pire et simple. Voilà, avant de vous revenir, Isidore, que chaque province définisse son propre modèle de développement et puisse gérer ses propres revenus et ses propres exploitations. Voilà, avant de vous revenir, Isidore, nous allons prendre Charles Kisoloa. C'est pas Charles Kisoloa pour vous cette question, les jeunes, les chômages et les jeunes. C'est pas comment on peut promouvoir la jeunesse aujourd'hui. En fait, merci monsieur le journaliste. Nous devons être au moins très pratiques dans nos analyses et très objectifs aussi parce que nous devons essayer un peu d'être au moins d'aider aussi le gouvernement à pouvoir trouver des idées novatrices pour essayer un peu d'aider la jeunesse. Mais avant de parler, nous parlons ici de la jeunesse, mais nous devons d'abord comprendre qui est jeune et qui ne l'est pas. Parce que nous tous, nous parlons de la jeunesse, nous devons d'abord comprendre qui est jeune et qui ne l'est pas. Parce que même celui de 60 ans, 70 ans risque de te dire qu'il est jeune, parce qu'il risque de définir la jeunesse comme un état d'esprit. Mais si vous lisez au moins la politique nationale de la jeunesse au niveau de notre pays, on vous dit un jeune...